La pluie fine d'octobre transformait les pavés d'Évreux en miroirs brisés. Camille Moreau, 18 ans, serrait son manteau élimé contre sa poitrine en observant l'église Saint-Aurin depuis l'autre côté de la place. Les cloches venaient de sonner, annonçant le début de la cérémonie à laquelle elle n'avait pas été invitée. Sa mère épousait Pierre Delacroix aujourd'hui. Un homme qu'elle ne connaissait pas, dans une robe qu'elle n'avait jamais vue, entouré d'invités qui ignoraient jusqu'à son existence. Ma fille est morte d'une leucémie quand elle avait 8 ans. Cette phrase, Camille l'avait entendue par hasard 3 semaines plus tôt, en passant devant le salon de coiffure où travaillait Christine. Sa mère expliquait à une cliente pourquoi elle n'avait pas d'enfant à marier. Le choc avait été si violent que Camille avait dû s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Morte. Elle était officiellement morte aux yeux de sa propre mère. Un couple élégant sortit de l'église, suivi d'autres invités. Christine apparut enfin, radieuse dans une robe crème, au bras d'un homme distingué aux tempes grises. Pierre Delacroix avait l'air d'un homme bien, le genre d'époux respectable dont rêvent toutes les femmes de 40 ans. Camille toucha machinalement la photo froissée dans sa poche. Marc Moreau, son père, mort dans un accident quand elle avait 12 ans. L'homme que Christine haïssait plus que tout au monde. J'abhorre ton père et je refuse tout lien avec toi. Sors de ma vue. Ces mots résonnaient encore dans sa tête, prononcés 6 ans plus tôt lors d'une dispute particulièrement violente. Christine n'avait jamais pardonné à Marc de l'avoir abandonnée enceinte, et chaque regard posé sur Camille ravivait cette blessure béante. Les mariés montaient maintenant dans une voiture décorée de rubans blancs. Christine riait aux éclats, la main posée sur l'épaule de son nouvel époux. Elle rayonnait d'un bonheur que Camille ne lui avait jamais vu. Une femme âgée s'approcha discrètement par derrière. « Tu ne devrais pas être ici, ma chérie. » Camille se retourna vers sa grand-mère Marguerite, 80 ans, le visage creusé par l'inquiétude. « Grand-mère ? Elle m'a effacée de sa vie. » Complètement. Christine a toujours eu le cœur dur quand elle souffre. Mais toi, tu as un avenir à construire. Marguerite sortit une enveloppe de son sac à main. 1 000 €. C'est tout ce que j'ai pu économiser. Prends le train pour Lyon demain matin. Ta cousine Sylvie t'attend. Camille écarquilla les yeux. Sa grand-mère avait tout organisé dans son dos. Je ne peux pas vous abandonner. Si, tu le peux. Et tu le dois. La voiture des mariés disparut au coin de la rue. Christine ne s'était pas retournée une seule fois vers l'église, encore moins vers la place où se tenait sa fille. Cette nuit-là, dans le petit appartement de Marguerite, Camille fit ses bagages. Une valise, quelques photos, ses papiers d'identité. 18 années de vie tenaient dans si peu de choses. Au petit matin, sur le quai de la gare, elle embrassa sa grand-mère une dernière fois. « Promets-moi de devenir quelqu'un d'extraordinaire. »« Je vous le promets, grand-mère. » Le train pour Paris s'ébranla lentement. Par la fenêtre, Camille vit Évreux rapetisser jusqu'à disparaître complètement. Elle partait avec 1 000 € en poche et une détermination farouche, prouver qu'elle existait, qu'elle valait mieux que le rejet de sa mère. À Lyon, une nouvelle vie l'attendait. Une vie où personne ne connaîtrait l'histoire de la fille, morte, de Christine Delacroix. 10 ans plus tard, cette même fille reviendrait. Mais ce jour-là, elle ne serait plus la même personne. Le réveil sonna à 6 heures comme chaque matin. Camille éteignit l'alarme d'un geste automatique et observa Lucas encore endormi à ses côtés. Ses cheveux bruns en bataille, sa barbe de 3 jours, ce sourire paisible qu'elle aimait tant. 4 ans qu'ils partageaient ce petit appartement de vie urbaine, 4 ans de bonheur tranquille. Elle se glissa silencieusement hors du lit et enfila sa tenue de travail. Dans la cuisine, une routine millimétrée, café noir, tartine beurrée, consultation du planning de la journée. Aujourd'hui, 12 clientes au salon, tendance, dont Madame Perrin qui ne supportait personne d'autre qu'elle pour ses mèches. Sur le frigo, une photo la fit sourire, Lucas et elle au sommet du Mont Blanc l'été dernier. Il avait fallu 3 ans pour qu'elle accepte enfin de partir en vacances. 3 ans pour apprendre à faire confiance, à croire qu'elle méritait d'être heureuse. Le carnet de compte trônait sur la table de la cuisine. Camille l'ouvrit avec la satisfaction du devoir accompli. 28 000 € d'économie. 6 années de privation, de repas maison, de vêtements achetés en solde.
Chaque euro mis de côté la rapprochait de son rêve, racheter le salon, éclat, que Madame Roussel voulait vendre. Lucas apparut en pyjama, les cheveux encore plus ébouriffés. « Tu pars déjà ? Il n'est que 6h30. Inventaire ce matin. Et toi, tu as rendez-vous chez les Martineau à 8h. Il l'a pris dans ses bras, respirant l'odeur de son shampoing. On se voit ce soir ? J'ai une surprise. Camille fronça les sourcils. Lucas détestait les surprises autant qu'elle. Quel genre de surprise ? Le genre qui se mange et qui vient de chez ton traiteur chinois préféré. Elle sourit et l'embrassa rapidement. Lucas avait cette capacité extraordinaire de transformer les moments ordinaires en petits bonheurs. Jamais il ne posait de questions sur sa famille, sur son passé. Il respectait ses silences comme elle respectait sa simplicité. Le trajet jusqu'au salon lui prit 20 minutes à vélo. Lyon s'éveillait lentement, les boulangeries allumaient leurs néons, les premières voitures encombraient déjà les rues. Dans 6 mois, si tout se passait bien, elle serait propriétaire de son propre salon. Fini les horaires imposés, les congés refusés, les remarques de Monsieur Dubois sur sa trop grande ambition. Au salon, Mélanie l'attendait déjà, un café à la main. « Tu as une tête bizarre. Qu'est-ce qui se passe ?» Mélanie était sa seule vraie amie à Lyon. Collègue devenue confidente, elle connaissait ses rêves, ses peurs, ses projets. Tout sauf l'existence de Christine. « J'ai reçu un appel hier soir. Ta grand-mère ?» Le sang de Camille se glaça. Sa grand-mère Marguerite, qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans par lâcheté. Par peur de rouvrir des blessures. Elle va bien ? Elle a eu un infarctus. Elle est à l'hôpital d'Évreux. Le monde bascula autour de Camille. Évreux. Ce nom qu'elle avait rayé de sa mémoire. Cette ville où elle avait juré de ne jamais remettre les pieds. Je dois y aller. Bien sûr. Prends le temps qu'il faut. Le train pour Paris partait à 14h. 4h30 de voyage pour retrouver une grand-mère de 78 ans qu'elle avait abandonnée par égoïsme. 4h30 pour retourner dans la ville où Christine régnait désormais en Madame de la Croix. Dans le TGV, Camille fixait le paysage qui défilait. Les champs de Bourgogne, puis les banlieues parisiennes. À chaque kilomètre, les souvenirs refaisaient surface. La voix de sa mère, ses colères, ses silences encore plus cruels. Le pire, c'est qu'une partie d'elle avait envie de la revoir. De constater ce qu'elle était devenue. De savoir si Christine pensait parfois à sa fille, morte. Le train entra en gare d'Évreux à 19h précise. Sur le quai, une femme élégante en tailleur beige attendait quelqu'un. Camille la reconnut immédiatement malgré les années. Christine. Sa mère. Qui visiblement attendait le même train qu'elle. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Christine pâlit, porta la main à sa gorge comme si elle manquait d'air. Puis elle tourna les talons et disparut dans la foule. Camille resta immobile, le cœur battant. 10 ans d'absence venaient de s'effacer en un instant. Sa mère était toujours là, plus belle, plus assurée, mais toujours incapable de la regarder en face. La guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. L'hôpital sentait l'éther et la tristesse. Camille traversa les couloirs blancs, son cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'elle approchait de la chambre 237. 10 ans sans voir Marguerite. 10 ans de culpabilité qui lui rongeaient l'estomac. Sa grand-mère dormait, reliée à des machines qui bipaient doucement. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, son visage creusé par l'âge et la maladie. Mais quand elle ouvrit les yeux et aperçut Camille, son sourire illumina toute la pièce. « Ma petite fille. Tu es revenue. Pardonnez-moi, grand-mère. J'aurais dû. Chut. Tu es là maintenant, c'est tout ce qui compte. » Marguerite serra la main de Camille avec une force surprenante pour une femme de 78 ans. Christine était là il y a 1 heure. Elle t'a vu à la gare ? Camille hocha la tête, incapable de parler. Elle était bouleversée. 10 ans qu'elle se demande ce que tu es devenue. Elle m'a rayé de sa vie, grand-mère. Elle a dit à tout le monde que j'étais morte. Le visage de Marguerite se durcit. Ta mère a toujours été orgueilleuse. Mais elle souffre plus que tu ne l'imagines.
3 jours plus tard, Marguerite sortait de l'hôpital avec des consignes strictes, repos absolu, traitement quotidien, surveillance médicale. Camille s'installa dans la petite maison de son enfance pour s'occuper d'elle. L'atmosphère était étrange, pleine de souvenirs et de non-dits. L'argent posait problème. Les frais médicaux non remboursés s'accumulaient, kinésithérapeute à domicile, aide ménagère, médicaments spécialisés. Les économies de Marguerite fondaient comme neige au soleil. Il faut que je trouve du travail ici, temporairement. Va voir à Pôle emploi. Il y a toujours des postes d'assistante dans les entreprises locales. Le lendemain matin, Camille se présenta à l'agence avec son CV soigneusement préparé. Sophie Moreau, la conseillère, consulta ses fichiers avec attention. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Cabinet comptable en centre-ville, il cherche une assistante administrative pour 3 mois. Delacroix et associés. Le nom frappa Camille comme une gifle. Delacroix. Le mari de sa mère. Vous êtes sûr qu'il recrute? Certaine. Entretien cet après-midi si ça vous convient. Camille sortit de l'agence le cerveau en ébullition. Le destin la poussait-il vers cette confrontation? Ou était-ce le hasard cruel d'une petite ville où tous les chemins finissent par se croiser? À 14 heures, elle se tenait devant l'immeuble moderne du cabinet. 3 étages de verre et d'acier au cœur du vieux Évreux. Une plaque dorée indiquait « Delacroix et associés, expert comptable ». L'entretien avec Sophie, la DRH, se déroula parfaitement. Camille maîtrisait la comptabilité, parlait anglais, connaissait tous les logiciels bureautiques. Le poste était fait pour elle. Nous vous recontacterons dans la semaine. Camille attendait l'ascenseur quand les portes de la salle de réunion s'ouvrirent. Des hommes en costume sortirent en discutant, suivis par une femme élégante en tailleur noir. Christine. Plus belle qu'avant, les cheveux coupés courts, un maquillage parfait. Elle portait un badge, directrice administrative, et semblait parfaitement à l'aise dans ce milieu bourgeois. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, Christine ne put pas fuir. Elles étaient face à face, à 3 mètres l'une de l'autre, dans le hall d'un immeuble qui appartenait au monde de sa mère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Christine tremblait, mélange de colère et de panique. « Je postule pour un emploi. »« Tu n'as rien à faire dans ce cabinet. File d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Les employés présents dans le hall s'arrêtèrent, intrigués par l'éclat de voix de leur directrice d'habitude si mesurée. Camille sentit tous les regards braqués sur elle, mais refusa de baisser les yeux. « Je cherche du travail. Comme tout le monde. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'as ta place nulle part ici. » Une porte de bureau s'ouvrit brusquement. Un homme distingué aux tempes grises apparut, alerté par les voix. Pierre Delacroix en personne, encore plus imposant qu'à son mariage. Son regard passa de Christine à Camille, analysant la situation avec la précision d'un expert comptable. Il remarqua immédiatement la ressemblance frappante entre les 2 femmes. Les mêmes yeux verts, la même structure du visage, la même détermination dans le port de tête. « Christine, que se passe-t-il » Christine pâlit, comprenant qu'elle venait de révéler l'existence de Camille devant son mari. 10 ans de mensonges s'effondraient en quelques secondes. Rien. Cette personne partait justement. Mais Pierre Delacroix avait l'œil d'un homme habitué à déceler les incohérences dans les bilans. Et là, quelque chose ne collait pas du tout. Il observa Camille avec une attention nouvelle, comme s'il tentait de résoudre une équation complexe. Dans ses yeux, elle vit naître une curiosité qui allait tout changer. Pierre Delacroix ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans son bureau jusqu'à 3 heures du matin, il fixait le CV de Camille Moreau que Sophie lui avait transmis. Le nom résonnait dans sa tête comme un gong. Moreau. Ce nom que Christine murmurait parfois dans ses cauchemars en gémissant. Marc, pourquoi? Camille Moreau, né le 15 mars 1996. Il effectua un calcul mental rapide. Christine avait eu 23 ans cette année-là. L'équation était simple, terrifiante, évidente. Sa femme lui avait menti pendant 10 ans de mariage. Il se leva et se dirigea vers le bureau de Christine dans leur maison bourgeoise d'Évreux. Au fond du dernier tiroir, dissimulé sous des factures anciennes, il trouva ce qu'il cherchait,
des documents administratifs jaunis portant le nom « Camille Moreau, fille de Christine Lemaire ». L'effondrement fut total. 10 années de bonheur conjugal bâties sur un mensonge. Cette fille qu'il avait vue au cabinet, cette ressemblance troublante, ce regard vers si familier. Christine avait une fille. Vivante. Adulte. Qui venait de réapparaître comme un fantôme du passé. Le lendemain matin, Christine partit travailler sans remarquer son trouble. Pierre attendit 1 heure puis composa le numéro inscrit sur le CV. Allô? Mademoiselle Moreau? Pierre Delacroix à l'appareil. Pourriez-vous me retrouver au Café de la Paix, place Clémenceau, dans 1 heure? Un silence. Puis. J'y serai. Le café était presque vide en cette fin de matinée. Pierre reconnut immédiatement Camille à sa démarche, cette façon particulière de tenir la tête haute malgré l'adversité. Elle s'assit face à lui, droite et digne. Vous savez qui je suis. Ce n'était pas une question. Pierre hocha la tête. Votre mère m'a dit que sa fille était morte d'une leucémie à l'âge de 8 ans. J'ai découvert hier soir que c'était faux. Camille encaissa le coup sans broncher. Elle vous a menti sur beaucoup de choses, je suppose. Aidez-moi à comprendre. Pourquoi cette mascarade? Pourquoi vous rejetez à ce point? Pour la première fois depuis des années, Camille raconta son histoire. Marc Moreau, la grossesse cachée, l'abandon, la honte de Christine dans une petite ville conservatrice, les 28 ans de rancœur projetés sur une enfant innocente. Pierre écoutait, fasciné et horrifié. L'homme droit qu'il était ne pouvait concevoir qu'une mère renie ainsi sa propre fille. J'ai besoin de ce travail, monsieur Delacroix. Ma grand-mère est malade, les frais s'accumulent. Je ne demande que 3 mois de contrat. Pierre observa cette jeune femme courageuse qui avait survécu à l'abandon maternel et s'était construite seule. Une admiration sincère naquit en lui, mélangée à une colère sourde contre sa femme. Le poste est à vous. 2 000 € par mois, début lundi. Les yeux de Camille s'illuminèrent. Je vous remercie. Je ne vous décevrai pas. J'en suis certain. Mais j'ai une condition. Camille se raidit. Ne dites rien à Christine pour l'instant. Je veux comprendre ses raisons avant de la confronter. Pouvez-vous me promettre cela? Je vous le promets. Ils se séparèrent sur une poignée de main. Pierre regagna son bureau, la tête pleine de questions. Camille rentra chez sa grand-mère, soulagée d'avoir trouvé un emploi mais troublée par cette alliance inattendue avec l'homme qui avait épousé sa mère. Le week-end passa comme un rêve étrange. Christine, inconsciente du séisme qui se préparait, parlait de son travail, de ses collègues, de la nouvelle assistante qu'ils allaient recruter. Pierre acquiesçait, observant sa femme avec des yeux nouveaux. Comment avait-elle pu maintenir ce mensonge si longtemps? Quelle douleur l'avait poussée à effacer l'existence de sa propre fille? Lundi matin, Camille se présenta au cabinet à 8 heures précises. Sophie lui fit visiter les bureaux, lui expliqua les procédures, lui assigna un poste dans l'open space du 1er étage. Christine travaillait au 2e, dans un bureau fermé. Leur chemin ne devait théoriquement jamais se croiser. La première semaine se déroula sans incident. Camille excellait dans son travail, gérant les dossiers clients avec une efficacité remarquable. Pierre passait régulièrement dans l'open space, officiellement pour superviser, officieusement pour observer cette fille qu'il apprenait à connaître. Elle avait la même détermination que Christine, la même intelligence vive, mais sans l'amertume. Une version apaisée de sa femme, construite dans la douleur mais pas détruite par elle. Le vendredi après-midi, Pierre prit sa décision. Il était temps de parler à Christine. Il rentra chez lui plus tôt que d'habitude et trouva sa femme dans le jardin, arrosant ses rosiers. Elle leva les yeux vers lui avec ce sourire qu'il aimait tant. « Tu es en avance aujourd'hui. Christine, nous devons parler. » Quelque chose dans son ton la figea sur place. Elle posa l'arrosoir et se tourna vers lui, soudain très pâle. « De quoi? » « De Camille. De votre fille. De 10 ans de mensonges. » Le monde de Christine s'effondra d'un coup. Elle chancela, se rattrapa au mur de la maison. « Comment tu sais? Elle travaille pour moi depuis 1 semaine. Et elle m'a tout raconté. »
Christine ferma les yeux, comme si elle pouvait effacer la réalité par ce simple geste. Mais quand elle les rouvrit, Pierre était toujours là, le regard rempli d'une déception infinie. La vérité venait d'exploser. Et plus rien ne serait jamais comme avant. Christine s'effondra sur la chaise de jardin, le visage entre les mains. 10 ans de construction minutieuse venaient de s'écrouler en quelques mots. Pierre resta debout face à elle, attendant des explications qui ne venaient pas. « Regarde-moi, Christine. » Elle leva les yeux, rougie par les larmes qui coulaient sans retenue. « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir menti pendant toutes ces années ? Tu ne peux pas comprendre. Et c'est moi. » Christine inspira profondément, comme si elle puisait dans ses dernières forces. Marc Moreau. Il m'avait promis qu'il divorcerait pour m'épouser. J'avais 23 ans, j'étudiais la comptabilité, j'avais des projets, des rêves. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais folle de joie. Je nous imaginais déjà, tous les trois, dans une jolie maison. Sa voix se brisa. Puis j'ai appris qu'il mentait depuis le début. Sa femme venait d'accoucher. Il n'avait jamais eu l'intention de la quitter. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, il a disparu du jour au lendemain. Pierre s'assit en face d'elle, troublé par cette révélation. Le scandale dans une ville comme Évreux, à l'époque. Tu ne peux pas imaginer. Les regards, les chuchotements, ma mère qui refusait de me voir pendant des mois. J'ai dû arrêter mes études, travailler dans un salon de coiffure pour survivre. Mais Camille n'y était pour rien. Chaque fois que je la regardais, je revoyais son visage de menteur. Elle avait ses yeux, son sourire. J'ai essayé, Pierre, j'ai vraiment essayé de l'aimer. Mais la rancœur était plus forte que tout. Christine se leva et marcha vers la maison, Pierre sur ses talons. Quand je t'ai rencontré, j'ai eu une chance de recommencer. Un homme bien, une nouvelle vie, le respect social que j'avais perdu. Mais comment t'expliquer que j'avais une fille que je n'arrivais pas à aimer ? Alors tu as inventé sa mort. C'était plus simple. Plus propre. Et au fil des années, j'ai fini par y croire moi-même. Pierre secoua la tête, incrédule. Cette fille travaille au cabinet depuis une semaine. Elle est brillante, courageuse, respectueuse. Elle s'occupe de sa grand-mère malade en travaillant pour payer les frais médicaux. Et toi, tu l'as rayée de ta vie par orgueil. La colère montait dans sa voix. Christine ne l'avait jamais vue dans cet état. Tu ne comprends pas. Si, je comprends très bien. Tu as été lâche. Tu as préféré mentir plutôt que d'affronter ton passé. Christine explosa à son tour. Lâche ? Tu crois que c'était facile d'élever un enfant seul à 23 ans ? De subir le mépris de toute une ville ? De voir mes rêves s'envoler un par un ? J'avais le droit de refaire ma vie. Pas en mentant. Pas en reniant ta propre fille. Ils se faisaient face maintenant, 10 ans de mariage ébranlés par cette vérité qui explosait entre eux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Que j'aille la voir en lui disant « Pardon, j'ai fait une erreur, redevenons mère et fille ?» Il est trop tard, Pierre. Beaucoup trop tard. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses torts. Et notre couple ? Notre vie ? Tu es prêt à tout détruire pour une fille qui t'est étrangère ? Pierre la regarda longuement. Dans ses yeux, Christine lut une détermination qu'elle ne lui connaissait pas. Cette fille ne m'est pas étrangère. Elle est ta chair et ton sang. Et si tu ne peux pas l'accepter, alors c'est notre couple qui sera détruit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Christine comprenait que Pierre venait de poser un ultimatum. Elle qui avait tout fait pour préserver sa nouvelle vie voyait tout s'effriter à cause du retour de Camille. Le lundi suivant, au cabinet, l'atmosphère était électrique. Christine arriva en retard, les traits tirés, évitant soigneusement l'open space où travaillait sa fille. Pierre multipliait les passages près du bureau de Camille, observant discrètement cette jeune femme qui gérait les dossiers clients avec une efficacité remarquable. Mademoiselle Dubois, une cliente de longue date, sortait justement de l'entretien annuel. Cette nouvelle assistante est remarquable. Elle a retrouvé une erreur dans mes comptes que personne n'avait vue depuis 3 ans. Vous avez eu de la chance de la recruter. Pierre sourit avec fierté, comme s'il s'agissait de sa propre fille. Effectivement,
Nous avons eu de la chance. En fin d'après-midi, Christine descendit enfin au premier étage. Elle s'arrêta devant l'open space, observant Camille de loin. Sa fille, car c'était sa fille, elle ne pouvait plus le nier, classait des documents avec une concentration totale. Elle avait grandi, mûri, était devenue une femme accomplie malgré l'abandon maternel. Camille leva les yeux et croisa son regard. Pour la première fois depuis des années, aucune des deux ne détourna les yeux. Elles se regardèrent en silence, mère et fille séparées par 28 ans de rancéure et quelques mètres de distance. Puis Christine tourna les talons et remonta dans son bureau. Mais quelque chose avait changé dans ce regard. Une fissure venait de s'ouvrir dans le mur de glace qui les séparait. Ce soir-là, Pierre rentra tard à la maison. Il trouva Christine assise dans le salon, un album photo ouvert sur ses genoux. Pour la première fois depuis 10 ans, elle regardait les quelques photos de Camille enfant qu'elle avait gardées. « J'ai pris rendez-vous avec un psychologue », dit-elle sans lever les yeux. Pierre s'assit à côté d'elle et prit sa main. « C'est un début. » Dehors, la nuit tombait sur Évreux. Dans sa petite maison, Camille préparait le repas de sa grand-mère en se demandant pourquoi sa mère l'avait regardé différemment aujourd'hui. Le changement était imperceptible, mais il était là. Comme une graine plantée dans un sol gelé, qui attendait le printemps pour germer. Docteur Martine Dubois reçut Christine dans son cabinet chaque mardi à 14 h. 50 ans, cheveux gris tirés en chignon strict, elle avait cette capacité rare de faire parler les patients les plus fermés. Christine découvrait avec stupeur l'ampleur de ses propres blessures. Vous avez reproduit sur votre fille le rejet que vous aviez vous-même subi de votre mère, analysa la thérapeute lors de la 3e séance. Christine se raidit sur son fauteuil. Ma mère avait ses raisons d'être en colère. Comme vous aviez les vôtres avec Camille? Le silence qui suivit fut lourd de révélations. Christine commençait à comprendre qu'elle avait perpétué un cycle de violence psychologique, transformant sa fille en bouc émissaire de ses propres échecs. Pendant ce temps, au cabinet, Camille s'épanouissait dans son travail. Pierre lui confiait des dossiers de plus en plus complexes, impressionné par sa rigueur et son intelligence. Elle gérait désormais la comptabilité de 8 entreprises clientes avec une efficacité que même ses associés remarquaient. Cette assistante temporaire vaut de l'or, confia maître Rousseau à Pierre. Dommage qu'elle ne reste que 3 mois. Pierre acquiesça, une idée germant dans son esprit. Pourquoi Camille ne resterait-elle pas définitivement? Pourquoi ne pas lui proposer une vraie carrière? Un jeudi de novembre, l'impensable se produisit. Marguerite, qui semblait aller mieux depuis quelques semaines, s'effondra dans sa cuisine vers 6 h du matin. L'ambulance arriva trop tard. À 78 ans, le cœur fatigué de la grand-mère avait lâché. Camille reçut l'appel au bureau. Elle raccrocha, pâle comme la mort, et s'effondra sur sa chaise. Pierre, qui passait dans l'open space, se précipita vers elle. Que se passe-t-il? Ma grand-mère? Elle est... Les mots ne sortaient pas. Pierre comprit immédiatement et l'aida à rassembler ses affaires. Rentrez chez vous. Prenez le temps qu'il faut. L'enterrement eut lieu le samedi suivant au cimetière d'Évreux. Une dizaine de personnes seulement, quelques voisins, le médecin de famille, Pierre, et Christine. Elle était venue discrètement, se tenant à l'écart, les yeux dissimulés derrière des lunettes noires. Camille la vit mais ne dit rien. Sa grand-mère était morte, emportant avec elle le dernier lien qui la rattachait à cette ville. Elle se sentait orpheline de tout, même de sa colère. Après la cérémonie, Christine s'approcha lentement. Elles se retrouvèrent face à face près de la tombe fraîchement refermée. « Elle t'aimait beaucoup », murmura Christine. « Je sais. C'était la seule. » « Non. Tu te trompes. » Camille leva les yeux, surprise par cette réponse inattendue. « Marguerite m'a appelé avant sa mort. Elle m'a demandé de veiller sur toi. Et vous avez dit oui ?» Christine ne répondit pas directement. Elle sortit une enveloppe de son sac. « Ta grand-mère voulait que tu aies ceci après sa mort. » Camille prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, une lettre datée de 2010, écrite d'une main masculine qu'elle ne connaissait pas. « Christine, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de t'écrire. Ma femme est morte l'année dernière. J'ai divorcé,
Comme j'aurais dû le faire il y a 15 ans. Je sais que j'ai détruit ta vie, que j'ai été un lâche. J'aimerais rencontrer notre fille, la connaître, réparer mes erreurs si c'est encore possible. Marc. Camille relut la lettre 3 fois, les mains tremblantes. Il voulait me voir? Il est mort dans un accident 6 mois après avoir écrit cette lettre. Ta grand-mère ne me l'avait jamais donnée. Elle l'a gardée 14 ans. Le monde de Camille basculait encore. Son père, qu'elle avait haï toute sa vie, avait tenté de réparer ses erreurs. Trop tard, mais il avait essayé. Pourquoi me montrez-vous ça maintenant? Christine retira ses lunettes noires. Ses yeux étaient rougis par les larmes. Parce que je ne veux pas faire la même erreur que lui. Je ne veux pas mourir en regrettant de ne pas avoir eu le courage de te demander pardon. Lucas arriva ce soir-là en urgence depuis Lyon. Il trouva Camille prostrée dans la cuisine de Marguerite, la lettre de son père posée devant elle. Quand elle lui raconta tout, Christine, Pierre, les retrouvailles, la mort de sa grand-mère, il l'écouta sans l'interrompre. « Tu m'as menti pendant 4 ans, dit-il finalement. Je voulais oublier. Et maintenant ?» Camille leva les yeux vers lui. Lucas avait l'air fatigué, déçu, mais pas en colère. « Je ne sais pas. Tout est en train de changer. Ta mère, elle a vraiment envie de réparer? Je crois. Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle me voyait vraiment. » Lucas soupira et prit les mains de Camille dans les siennes. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Cette histoire de famille, ces mensonges. C'est trop lourd pour moi. Tu pars? Je rentre à Lyon. Temporairement. Le temps que tu règles tes affaires ici. » Cette nuit-là, Camille dormit seule dans la maison de son enfance. Marguerite était morte, Lucas était reparti, sa mère tentait de se rapprocher, son père lui avait écrit une lettre posthume. Tout son univers se recomposait. Le lundi matin, elle se présenta au cabinet avec une résolution nouvelle. Pierre l'a reçue dans son bureau. « Je sais que votre contrat se termine bientôt. J'aimerais vous proposer un poste permanent. Je vous remercie, mais je vais rentrer à Lyon. » Et votre mère? Camille réfléchit longuement. Elle doit apprendre à vivre avec ses choix. Comme moi j'ai appris à vivre avec les miens. Pierre hocha la tête, respectant sa décision tout en la regrettant. Mais avant de partir, j'aimerais lui parler. Une dernière fois. Ce soir-là, dans le jardin de Pierre et Christine, 2 femmes se firent face sous les dernières roses de novembre. 28 ans de silence allaient enfin se briser. Le moment était venu d'essayer de guérir des blessures qui semblaient incurables. Le jardin de Pierre et Christine baignait dans la lumière dorée de novembre. Les dernières roses tremblaient sous une brise légère, comme si elles pressentaient l'importance de ce moment. Camille et Christine se tenaient face à face, séparées par une table de fer forgé et 28 années de blessures. Christine avait maigri ces dernières semaines. Les séances de thérapie avaient creusé ses traits, révélant une fragilité que Camille ne lui avait jamais vue. Elle portait un pull beige simple, sans maquillage, les cheveux tirés en arrière. Pour la première fois, elle ressemblait à une femme ordinaire et non à l'image parfaite qu'elle s'était construite. « Je pars demain pour Lyon », annonça Camille sans préambule. Christine hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Tu as raison. Tu as ta vie là-bas. Avant de partir, je voulais que vous sachiez quelque chose. » Camille sortit une photo froissée de sa poche. Christine reconnut immédiatement ce cliché pris quand Camille avait 6 ans, dans le jardin de Marguerite. Elle souriait, tenant une poupée dans ses bras. « Je l'ai gardée pendant toutes ces années. Malgré tout ce qui s'est passé, j'avais besoin de me rappeler qu'un jour, vous m'avez souri. » Christine prit la photo d'une main tremblante. « Tu étais si belle. Tu ressemblais à ma mère au même âge. Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? » Parce que voir ma mère en toi me rappelait aussi sa déception quand elle a appris ma grossesse. Cette chaîne de femmes déçues, blessées, qui se transmettent leur douleur. Le silence s'étira entre elles. Christine posa la photo sur la table et leva enfin les yeux vers sa fille. « Docteur Dubois m'a fait comprendre quelque chose d'important. J'ai passé 28 ans à te punir pour les erreurs de ton père. Et pour mes propres erreurs aussi. Je sais maintenant qu'il voulait réparer. Trop tard.
Comme moi, il a compris trop tard. Christine se leva et marcha vers ses rosiers, touchant délicatement les derniers boutons qui résistaient au froid. Après l'enterrement de ta grand-mère, j'ai retrouvé d'autres photos dans ses affaires. Tes résultats scolaires, tes diplômes, des articles de journaux sur les concours de coiffure que tu as gagnés à Lyon. Elle suivait ta vie de loin. Camille sentit sa gorge se serrer. Elle me racontait tout dans ses lettres. Tes succès, tes petits bonheurs, ton Lucas. J'ai refusé de les lire pendant des années. Puis un jour, j'ai craqué. Christine se retourna, les yeux brillants de larmes contenues. Tu sais ce que j'ai ressenti en découvrant la femme extraordinaire que tu étais devenue? De la fierté. Pour la première fois depuis ta naissance, j'étais fière d'être ta mère. Ces mots frappèrent Camille comme une révélation. Toute sa vie, elle avait rêvé d'entendre sa mère prononcer ces paroles. Mais j'étais aussi terrifiée. Comment rattraper 28 ans d'erreur? Comment vous demander pardon à toi et à Pierre pour tous ces mensonges? En commençant par se parler. Comme maintenant. Christine revint s'asseoir, plus proche cette fois. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais j'aimerais avoir de tes nouvelles de temps en temps. Savoir comment tu vas. Camille observa cette femme qui avait été sa bourgeoise toute sa vie. Les séances de thérapie l'avaient transformée, lui avaient rendu une humanité que la colère avait longtemps masquée. Maman? C'était la première fois depuis 10 ans que Camille prononçait ce mot. Christine ferma les yeux, comme pour graver ce moment dans sa mémoire. J'ai mis du temps à comprendre que vous aviez souffert autant que moi. Différemment, mais autant. Tu es plus sage que je ne l'ai jamais été. Elles restèrent silencieuses un long moment, regardant les roses se balancer dans le vent. Pour la première fois de leur vie, elles partageaient quelque chose qui ressemblait à de la paix. Pierre veut vous proposer la gestion comptable de plusieurs entreprises clientes. Vous pourriez travailler depuis Lyon. Camille sourit. Pierre avait pensé à tout pour maintenir le lien. J'accepte. À une condition. Laquelle? Que vous continuiez votre thérapie. Pour vous. Pour nous. Christine acquiesça sans hésiter. Je vous enverrai une carte postale de Lyon. J'aimerais beaucoup. Le lendemain matin, Camille fit ses derniers adieux à la maison de Marguerite. L'héritage, 25 000 € après les frais, lui permettrait de concrétiser enfin son rêve. Avec ses économies, elle avait rendez-vous avec la Banque de Lyon pour discuter du rachat du salon Éclat. Pierre l'accompagna à la gare, portant sa valise comme un père le ferait pour sa fille. Vous reviendrez nous voir? Dans quelques mois. Il faut laisser du temps au temps. Christine va avoir besoin de patience pour apprendre à être votre mère. Et moi pour apprendre à être sa fille. Dans le train qui l'emmenait vers Lyon, Camille regarda défiler la campagne normande. Elle partait différente de celle qui était arrivée 3 mois plus tôt. Les blessures n'étaient pas guéries, mais elles avaient cessé de saigner. À Lyon, Lucas l'attendait sur le quai de la gare Pardieu. Leurs retrouvailles furent prudentes, pleines de non-dits et de questions. Comment ça s'est passé? Mieux que je l'espérais. Et nous? Lucas la prit dans ses bras, respirant son parfum qu'il avait tant regretté. Nous, on va apprendre à se redécouvrir. Sans mensonge cette fois. Plus jamais de mensonges. 3 semaines plus tard, Camille signait l'acte de gérance du salon Éclat, avec option d'achat sur 3 ans. Pierre s'était porté caution discrètement, facilitant l'accord bancaire. Elle était enfin propriétaire de son rêve. Le soir même, elle écrivit sa première lettre à Christine. Quelques lignes simples sur ses projets, ses espoirs, sa nouvelle vie qui commençait. Elle signa « Votre fille, Camille ». Pour la première fois de sa vie, ces mots ne lui firent pas mal à écrire. À Évreux, Christine lut et relut cette lettre en pleurant. Puis elle la posa délicatement dans un album photo qu'elle venait de commencer. Le premier page contenait la photo froissée de Camille à 6 ans. C'était le début d'une reconstruction qui prendrait du temps, beaucoup de temps. Mais c'était un début. 2 ans et demi plus tard. Le salon Éclat bourdonnait d'activité en cette fin d'après-midi. Camille supervisait ses 4 employés tout en coiffant Madame Perrin, sa plus fidèle cliente. Les murs décorés de photos témoignaient du succès, articles de presse,
prix régionaux, sourire de cliente satisfaite. Vous rayonnez aujourd'hui, remarqua Madame Perrin dans le miroir. Une occasion spéciale? Camille sourit, ajustant une dernière mèche blonde. Mon mariage demain. Les exclamations de joie fusèrent dans tout le salon. Mélanie, devenue sa bras droit, applaudit en riant. Enfin. Lucas a mis le temps pour se décider. Il fallait qu'on apprenne à se retrouver d'abord. Ces 2 années avaient été un lent processus de reconstruction. Lucas et elle avaient redécouvert leur amour, sans mensonge cette fois. Leur relation avait gagné en profondeur ce qu'elle avait perdu en insouciance. À 18h, Camille ferma le salon et monta dans son appartement rénové au-dessus de la boutique. Sur la table de la cuisine, une pile de lettres l'attendait. Depuis 2 ans, Christine lui écrivait chaque mois. Des mots simples sur sa thérapie, ses progrès, ses rechutes aussi parfois. La dernière lettre était différente. Ma chérie, j'ai longtemps hésité à te demander cela. Accepterais-tu que Pierre et moi assistions à ton mariage? Je comprendrais parfaitement que tu refuses. Nous pourrions rester discrets, au fond de la mairie. Je voudrais juste être là pour le plus beau jour de ta vie. Ta maman qui t'aime. Camille avait appelé le soir même. Pour la première fois depuis 28 ans, elle s'était parlé au téléphone. Christine avait pleuré en entendant sa voix. Le lendemain matin, dans la petite mairie du 5e arrondissement, Lucas attendait devant l'hôtel dans son costume bleu marine. Camille apparut au bras de Monsieur Roussel, son ancien patron qui avait accepté de la conduire. Elle portait une robe simple, blanche, ses cheveux relevés en chignon élégant. Au fond de la salle, elle aperçut Christine et Pierre. Sa mère portait un tailleur beige, ses cheveux étaient plus courts, et elle souriait à travers ses larmes. À côté d'elle, Pierre rayonnait de fierté paternelle. La cérémonie fut simple et émouvante. Quand le maire prononça les mots « Vous pouvez embrasser la mariée », Lucas prit Camille dans ses bras sous les applaudissements des invités. Après la signature des registres, Christine s'approcha timidement. Elles se regardèrent un instant, puis Christine ouvrit les bras. Pour la première fois depuis l'enfance de Camille, mère et fille s'embrassèrent. « Tu es magnifique », murmura Christine. « Je suis si fière de toi. Merci d'être venue, maman. » Pierre les rejoignit, ému par cette scène qu'il avait espérée pendant des mois. « Félicitations, Camille. Lucas a beaucoup de chance. C'est moi qui ai de la chance. D'avoir retrouvé une famille. » Le photographe immortalisa ce moment, Camille entre ses 2 parents de cœur, Lucas à ses côtés, tous souriant malgré les larmes qui coulaient. La réception se déroula dans un petit restaurant de Villeurbanne. Christine et Pierre restèrent discrètement à une table voisine, respectant l'intimité du jeune couple tout en partageant leur bonheur. Pour Christine, voir sa fille heureuse était le plus beau cadeau qu'elle pouvait recevoir. En fin de soirée, sur la terrasse du restaurant, Camille et Christine se retrouvèrent seules quelques minutes. « Comment vous sentez-vous » demanda Camille. « Différente. Plus légère. Docteur Dubois dit que j'ai fait d'énormes progrès. Et votre couple ? Pierre est patient. Très patient. Il m'aide à devenir la personne que j'aurais dû être depuis longtemps. » Elles regardèrent Lyon scintiller dans la nuit. 2 femmes qui apprenaient à s'aimer malgré les années perdues. « J'aimerais qu'on se voie plus souvent, » dit Christine. « Moi aussi. Mais progressivement. Il faut respecter nos cicatrices. Tu as raison. Tu as toujours été plus sage que moi. » Lucas apparut sur la terrasse, cherchant sa jeune épouse. « On va y aller. Demain, on part en lune de miel en Provence. » Camille embrassa sa mère une dernière fois. « Prenez soin de vous. Et continuez la thérapie. Promis. Et toi, sois heureuse. Tu le mérites plus que personne. » En regardant la voiture des jeunes mariés s'éloigner, Christine sentit son cœur se gonfler d'un sentiment nouveau, la paix. Pour la première fois depuis 30 ans, elle ne ressentait ni colère, ni amertume, ni regret. Pierre lui prit la main. « Tu vas bien ? » « Oui. Pour la première fois de ma vie, je vais vraiment bien. » Ils rentrèrent à Évreux dans la nuit, parlant de Camille, de son salon qui prospérait, de Lucas qui la rendait heureuse. Christine découvrait le bonheur simple d'être fière de sa fille. Dans leur salon,
Elle ouvrit l'album photo commencé 2 ans plus tôt. À côté de la première image de Camille enfant, elle colla précieusement la photo du mariage. Sa fille rayonnante, entourée d'amour. Maintenant, on peut commencer à rattraper le temps perdu, murmura-t-elle. Pierre sourit et l'embrassa tendrement. Dehors, Évreux dormait paisiblement. Dans quelques mois, Camille et Lucas leur annonceraient qu'ils attendaient un enfant. Cette fois, cet enfant grandirait dans l'amour. Et Christine serait enfin la grand-mère qu'elle n'avait jamais su être mère. L'histoire se terminait là où elle avait commencé, par un mariage. Mais cette fois, personne n'était exclu. Cette fois, l'amour avait gagné.